Bon, bah, merci beaucoup à tous de m'avoir proposé de faire ce topo sur cirrhose décompensée et réanimation. Donc, je m'appelle Marie-Carole Hudler, je suis la responsable de l'unité de soins intensifs d'hépato-gastro à la Pitié-Salpêtrière. C'est une unité qui est dédiée à la prise en charge des complications de la cirrhose. Et donc, je vais avoir largement l'occasion de vous parler donc des malades atteints de cirrhose hospitalisés dans des unités de soins critiques. C'est important parce que le patient atteint de cirrhose a historiquement une très mauvaise réputation avec une mortalité après un séjour en réanimation qui est très importante. Et donc, je voudrais vous convaincre, à vous, futurs réanimateurs, de prendre en charge correctement et rapidement ces patients atteints de cirrhose, parce que le temps est souvent un ennemi dans la prise en charge de ces patients, et d'accompagner certains d'entre eux jusqu'à la transplantation hépatique qui, bien évidemment, modifie radicalement le pronostic de ces patients. Alors voici le plan que je vais adopter. Dans un premier temps, évidemment, je vais vous définir ce que c'est la cirrhose très rapidement et vous donner la distinction qu'il existe entre une cirrhose compensée et une cirrhose décompensée. Et puis, bien évidemment, je serai obligée de vous parler du pronostic des patients cirrhotiques en réanimation. C'est très important parce que ce pronostic a tout de même beaucoup évolué au cours des 30 dernières années. Les malades que vous allez admettre en réanimation viennent pour des complications sévères, infections, hémorragie digestive, encéphalopathie hépatique. Et donc, je vais insister sur certaines de ces complications qui, à mon sens, sont très importantes parce que fréquentes. Je vais me focaliser sur les infections et les pièges que vous devez éviter chez les patients atteints de cirrhose, et puis bien évidemment consacrer une bonne partie de ce topo à la prise en charge de l'hémorragie digestive par rupture de varices, en vous décrivant sommairement le traitement conventionnel que vous devez connaître pour la plupart d'entre vous. Et puis, bien évidemment, je voudrais insister sur la place du TIPS précoce, donc qui est ce stent qu'on peut positionner par voie transjugulaire entre une veine hépatique et une branche de la veine porte et qui a complètement révolutionné le pronostic de l'hémorragie digestive. Et puis, je conclurai sur les patients en réanimation à qui vous devez proposer une transplantation hépatique et quand faut-il y penser. J'insisterai bien évidemment sur la collaboration très étroite qui doit exister entre les réanimateurs et les hépatologues, parce que finalement, le pronostic de la cirrhose en réanimation est mauvais. Et donc, je pense qu'il faut avoir en arrière-pensée la transplantation chez tous les patients à un moment, évidemment chez les bons candidats, mais en tout cas, en discuter à un moment. Alors la cirrhose, donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler que la définition est histologique et que c'est finalement un foie qui a une structure complètement désorganisée, où le parenchyme hépatique est remplacé de façon progressive, hein, avec une fibrose qui progresse du stade 1 vers le stade 2, puis le stade 3, puis le stade 4, pour aboutir à, vous voyez, un parenchyme complètement déstructuré avec une fibrose mutilante, des nodules de régénération. Et pour faire un tout petit peu d'épidémiologie, il faut que vous sachiez qu'en France, on estime qu'environ 12 millions de personnes sont exposées au risque de développer une hépatopathie chronique. Alors, la principale cause, c'est évidemment la consommation d'alcool excessive. Je vous rappelle que chez les hommes, on estime grosso modo qu'à partir de 3 verres par jour, et chez les femmes, 2 verres par jour, c'est une consommation qui peut entraîner des lésions, notamment au niveau hépatique. Donc l'alcool, c'est un facteur de risque majeur, mais il n'y a pas que l'alcool. Il y a également les virus responsables d'hépatite chronique, comme le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C. En fait, vous allez rencontrer de moins en moins souvent ces patients-là parce que le traitement antiviral dans l'hépatite B et puis les antiviraux directs dans l'hépatite C ont permis de diminuer la proportion de patients qui développent des complications, des décompensations et des carcinomes hépatocellulaires. Et puis de façon plus récente, en fait, on voit apparaître des patients qui développent des cirrhoses en rapport avec un syndrome métabolique. Donc le syndrome métabolique, c'est l'association d'une surcharge pondérale, voire d'une obésité, avec parfois diabète, hypertension et dyslipidémie. Et en fait, ce syndrome métabolique est en train de devenir la principale cause de cirrhose, et notamment de cirrhose décompensée. On a des données toutes récentes sur lesquelles on va bientôt communiquer.
Et vous devez bien avoir à l'esprit que finalement, une cause n'exclut pas l'autre et que chez, par exemple, plus de 50% de nos patients admis en unité de soins intensifs, la cirrhose est d'origine mixte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un syndrome métabolique plus un peu d'alcool ou beaucoup d'alcool plus un peu de syndrome métabolique. Donc, une fois qu'on a bien en tête les principales causes d'hépatopathie chronique, vous devez retenir que parmi ces malades exposés au risque, donc 12 millions à peu près en France, 5% vont développer une cirrhose. Alors, au cours de la cirrhose, parfois l'examen clinique est normal, il n'y a pas de signe de décompensation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ictère, il n'y a pas d'acide, pas d'encéphalopathie hépatique, les malades ne développent pas d'hémorragie digestive, et là on parle de cirrhose compensée. Au cours de la cirrhose compensée, parfois l'examen clinique est même complètement normal et on fait le diagnostic sur des méthodes non invasives ou sur l'histologie, comme je vous en ai parlé sur la diapositive précédente. Et puis on estime en France qu'environ 17 000 personnes décèdent chaque année de la cirrhose et le plus souvent, c'est en rapport avec une complication qui peut amener le malade en réanimation. Et en particulier, les deux principales causes de décès au cours de la cirrhose, c'est l'infection bactérienne et l'hémorragie digestive, avec ou sans encéphalopathie hépatique. Une autre grande cause de décès au cours de la cirrhose, c'est le carcinome hépatocellulaire, mais là, ça ne va pas tellement nous intéresser au cours du topo que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, je voulais faire juste un petit aparté sur la façon dont on diagnostique la cirrhose. Il y a des signes cliniques qui sont parfois évidents. Et lorsque un malade a des signes d'insuffisance hépatocellulaire et d'hypertension portale, qu'il a une biologie compatible et une imagerie qui montre une dysmorphie, le diagnostic est évident sur des critères clinico-biologico-morphologiques. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire de biopsie pour authentifier le diagnostic. Et puis, chez des malades qui sont complètement compensés, on n'est pas obligé non plus d'effectuer une biopsie pour faire une analyse histologique. On peut utiliser ce qu'on appelle des méthodes non invasives, c'est-à-dire des méthodes qui permettent de s'affranchir de faire la biopsie, qui est un geste invasif et qui peut entraîner des complications sévères. Alors, parmi ces tests non invasifs, on a des tests, des combinaisons de marqueurs sériques. Le premier d'entre eux, qui a été inventé par Thierry Poinard, s'appelle le FibroTest, qui donne un score entre 0 et 1. 0 correspondant à l'absence de fibrose et 4 correspondant à une fibrose maximale, c'est-à-dire le stade 4 de Métavir, donc la cirrhose. Et puis, donc, il y a beaucoup de marqueurs sériques qui ont été développés par d'autres chercheurs depuis. Il suffit juste de savoir que les choses existent. En fait, ces tests ont été validés quasiment dans la totalité des causes d'hépatopathie chronique. Donc, on n'est pas obligé de biopsier un patient. Et donc, il faut que vous sachiez que parfois, les malades vont arriver en réanimation pour une première décompensation. Il y a un diagnostic de cirrhose, mais qui n'a pas été authentifié sur le plan histologique et ça ne pose pas de problème. À côté de ça, on a des tests physiques et par exemple, je vous cite le FibroScan, qui est une méthode qui permet d'évaluer la dureté du foie par l'évaluation de la vitesse de propagation du nombre de cisaillements grâce à un appareil d'échographie. Et ça, c'est pareil, c'est une méthode qui a été bien validée dans diverses causes d'hépatopathie chronique. Donc, le diagnostic, il est clinique chez les malades qui sont décompensés et puis parfois, il peut être tout à fait non invasif. On n'a pas besoin de preuves histologiques. Alors, les principales complications et décompensations de la cirrhose sont en rapport avec l'hypertension portale. Donc, un petit point sur l'hypertension portale. La définition, je vous le rappelle, elle est hémodynamique. L'hypertension portale est définie par un gradient de pression porto-sushépatique qui est supérieur à 5 mm de mercure. À quoi c'est lié au cours de la cirrhose? Les mécanismes physiopathologiques résultent d'une augmentation de la résistance vasculaire intrahépatique. Ceci est lié d'une part à des remaniements architecturaux, notamment la présence de fibrose et des nodules de régénération qui créent une hypertension portale au niveau des capillaires sinusoïdes qui eux-mêmes ont subi des remaniements avec notamment une perte de fenestration. Donc il y a des phénomènes qui sont mécaniques. Il y a également des phénomènes qui sont dits dynamiques avec des modifications de sécrétion au niveau hépatique de vasodilatateurs naturels comme le NO par exemple ou une augmentation de synthèse de vasoconstricteurs tels que l'endothéline. Donc la conjugaison de ces deux phénomènes entraîne cette augmentation de la résistance vasculaire intrahépatique, ce qui aura pour conséquence donc une hypertension portale. L'hypertension portale va entraîner la formation de collatérales portosystémiques et celles qui vont nous intéresser sont bien évidemment les varices œsophagiennes et les varices gastriques parce qu'elles sont responsables d'hémorragie digestive sur hypertension portale. Et c'est également l'hypertension portale qui est responsable de complications telles que l'acite.
Alors, juste pour votre information, sachez que les manifestations cliniques surviennent à un stade ultérieur d'hypertension portale, c'est-à-dire quand le gradient de pression porto-sudés hépatique est supérieur à 10 mm de mercure. Alors, en pratique clinique, comment ça se traduit l'examen d'un patient qui a une cirrhose? Vous voyez une photo sur la gauche d'un patient qui présente à la fois des signes d'hypertension portale, vous voyez qu'il a de l'acide et une circulation veineuse collatérale abdominale. Et vous pouvez constater qu'il a une coloration jaune des téguments, c'est l'ictère, qui est un signe d'insuffisance hépatocellulaire. Et puis, vous voyez que ce patient est également dénutri et sarcopénique. C'est aussi un signe qui est assez courant chez les malades qui ont une cirrhose décompensée. Sur le plan endoscopique, qu'est-ce qu'on peut constater? La formation de varices de l'œsophage dont je vous ai parlé sur la diapositive précédente, avec sur la gauche en haut un œsophage qui est normal, au milieu un œsophage dans lequel vous pouvez constater qu'il existe des cordons bleutés, ce sont des varices œsophagiennes, elles sont de petite taille, c'est-à-dire que lorsque l'on met de l'air, on insuffle avec l'endoscope, eh bien, il y a une disparition de ces varices, elles ne sont pas à risque hémorragique. En revanche, sur la photo de droite, vous voyez des cordons variqueux qui sont beaucoup plus tortueux et beaucoup plus volumineux avec des signes rouges, des petits spots rouges qui siègent sur ces varices. Et ça, ce sont des varices de grande taille qui sont à risque d'hémorragie. Et c'est ces varices-là qui peuvent donner l'image du bas où vous voyez du sang sortir des varices avec là, vous voyez des hémorragies en jet. Et donc, voilà ce que vous pouvez rencontrer sur le plan clinique ou endoscopique chez les malades atteints de cirrhose. Alors donc, je vous le disais en introduction, il existe différents stades de cirrhose qui sont de pronostics totalement différents. Le stade compensé, correspondant à des patients qui n'ont pas de signes de complications, et le stade décompensé correspond à l'existence d'au moins une complication. L'une n'exclut pas l'autre, parmi lesquelles les hémorragies digestives sur hypertension portale, l'acide, l'encéphalopathie hépatique et puis bien évidemment l'infection. Et puis parfois les malades peuvent présenter à la fois toutes ces complications. Et vous voyez sur ce schéma qui est un petit peu compliqué en dessous que différents auteurs qui travaillent en hépatologie ont déterminé différents stades de cirrhose. Et vous voyez que le pronostic, s'il est bon chez les malades qui sont stade 1 avec une mortalité à un an qui est de 1%, eh bien le pronostic est beaucoup plus défavorable chez les patients qui ont un stade plus avancé avec hémorragie digestive, acide et encéphalopathie hépatique. Alors, pour entrer dans le vif du sujet et parler du pronostic des cirrhotiques en réanimation, vous le savez, le pronostic est mauvais et la mauvaise réputation des patients atteints de cirrhose repose sur des données de la littérature avec, donc dans les années 90, une mortalité qui était extrêmement importante. Et je vous cite par exemple cette étude de Richard Moreau qui mettait en évidence que dans les années 90, la mortalité du choc septique était de 100% chez les patients atteints de cirrhose. Et par ailleurs, un autre chiffre qui est aussi assez marquant, c'est que la mortalité des patients chez qui on devait avoir recours à la ventilation mécanique était d'environ 80%, quelle que soit l'indication de la ventilation mécanique. De façon plus récente, il y a deux études françaises qui ont mis en évidence dans les années 2010, vous voyez qu'il y avait quand même une mortalité en réanimation qui était assez importante, qui s'échelonnait de 35 à 40%, avec ces mêmes malades qui présentent quand même s'ils sortent de réanimation, une mortalité intra-hospitalière un petit peu plus élevée, entre 43 et 55%. Donc vous voyez, la réputation est complètement légitime, mais j'espère que je réussirai à vous convaincre de l'intérêt de quand même réanimer ces patients pour améliorer ce pronostic. Et on ne demande que ça, mettre en place des thérapeutiques innovantes et parfois un peu plus agressives pour améliorer le pronostic de ces patients. Une étude plus récente qui est observationnelle et qui a été menée par Anneau Galbois, publiée il y a quelques années maintenant, est issue de la base de données Cubrea. Et elle visait à évaluer le pronostic des malades avec et sans cirrhose hospitalisés en réanimation pour choc septique. Donc les données d'une très grande quantité de patients, vous voyez, il y a 30 000 patients qui ont été évalués entre 1998 et 2010 dans 32 unités de soins critiques en Île-de-France. C'est une analyse rétrospective de données collectées de façon prospective. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'au cours du choc septique, chez les patients atteints de cirrhose, la survie elle est significativement inférieure par rapport à des malades qui n'ont pas de cirrhose admis en réanimation également pour un choc septique. Vous voyez que la survie, elle est globalement de 50-60%.
Ce que vous pouvez constater de façon intéressante dans ce travail, c'est qu'il y avait quand même, au cours du temps, donc entre 98 et 2010, premièrement, des patients avec cirrhose qui étaient plus volontiers admis en réanimation, avec une augmentation du nombre de patients atteints de cirrhose en réanimation pour choc septique. Donc finalement, les malades sont quand même de plus en plus admis dans les unités de réanimation. Le score de sévérité des patients atteints de cirrhose, vous voyez sur le graphique en haut à droite, est significativement plus important que celui des malades admis pour choc septique sans cirrhose, et ça va de soi puisque la défaillance hépatique est contenue dans ces scores de sévérité. Et que même si la mortalité des patients atteints de cirrhose reste supérieure à celle des patients qui ne sont pas atteints de cirrhose, on a quand même une tendance à l'amélioration de la mortalité entre 1998 et 2010. Donc finalement, ce sont des messages qui sont importants et assez positifs et qui doivent nous pousser à prendre en charge ces patients. Alors de quels outils dispose-t-on pour évaluer le pronostic des malades atteints de cirrhose? C'est très important parce qu'il faut qu'on puisse savoir si une réanimation est futile ou si au contraire on va pouvoir rendre service aux patients. Alors, bon, évidemment, je vous rappelle les scores qui sont très communément utilisés par les hépatologues pour évaluer la sévérité d'une cirrhose, d'une maladie chronique. Il y a d'abord le score de Child-Pugh, qui est un score clinico-biologique qui comporte 5 propositions qui sont cotées entre 1 et 3 points, avec sur le plan clinique la présence d'acide et sa sévérité, et la présence d'une encéphalopathie et sa sévérité. Puis il y a 3 paramètres biologiques, la bilirubine, l'albumine et le TP, et en fonction du niveau où se trouve le patient, de la case, vous avez entre 1 et 3 points pour chacun de ces items. Et la cirrhose est classée Child A lorsque le score est de 5 ou 6, B lorsque le score est de 7 ou 9, 7 à 9, pardon, et c'est pour les scores supérieurs 10 à 15. Et en fait, ce score de Child-Pugh est assez robuste pour prédire la survie des malades à 1 an, avec un pronostic qui est bon, vous voyez, chez les malades qui ont une cirrhose Child A, donc qui est compensée, et un pronostic qui est moins bon chez les malades atteints de cirrhose Child C, avec bien sûr une grande hétérogénéité, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Donc le score de Child-Pugh, ça c'est vraiment très utilisé par les hépatologues, et donc vous devez connaître ce score. Et puis on utilise aussi beaucoup le score de MELD, qui avait été initialement concocté pour prédire le pronostic des malades après pose de TIPS. C'est une formule qui est assez compliquée, qui inclut uniquement des paramètres biologiques, la bilirubine, l'INR et la créatinine, qui s'échelonne de 6 à 40, 40 correspondant au score maximal. En fait, maintenant, ce score, il est vraiment beaucoup utilisé pour établir le pronostic des malades atteints de cirrhose, et on l'utilise dans beaucoup de pays pour classer les malades par ordre de sévérité sur liste d'attente pour une transplantation hépatique, les malades les plus sévères étant transplantés en premier, puisque c'est des malades dont le pronostic est plus réservé et qui ne peuvent pas attendre une transplantation très longtemps. Alors, en 2013, des auteurs européens, donc parmi lesquels Richard Moreau, ont modifié le score SOFA pour créer le score CLIF-SOFA, qui a permis de définir une entité nouvelle qui s'appelle l'Acute on Chronic Liver Failure, ou ACLF. Donc, dans ce score CLIF-SOFA, les 6 défaillances d'organes que vous connaissez sont collectées, et puis en fonction du niveau de défaillance, entre guillemets, des points sont attribués, et puis les auteurs ont défini différents niveaux de défaillance pour différents organes, donc le foie, le rein, le cerveau, la coagulation, la circulation et la respiration. Et donc, il est modifié par rapport au score SOFA que vous connaissez, notamment concernant les chiffres de bilirubine, l'existence d'une défaillance rénale avec un recours à l'épuration extra-rénale, et une modification également du score de Glasgow, donc qui est remplacé par le grade d'encéphalopathie hépatique. Et puis, vous voyez qu'il y a d'autres modifications sur la coagulation, les paramètres respiratoires et puis la circulation, donc la défaillance hémodynamique, dans laquelle les auteurs ont intégré également l'utilisation de terlipressine pour définir une défaillance circulatoire également. Et donc, ce score de CLIF-SOFA permet de distinguer différents types de décompensation au cours de la cirrhose, en distinguant d'une part la décompensation dite traditionnelle, au cours de laquelle
il n'y a pas de défaillance d'organes, ou bien une défaillance d'organes isolée, foie, coagulation, circulation, poumon, sans dysfonction rénale ni encéphalopathie hépatique, ou bien une encéphalopathie hépatique isolée sans dysfonction rénale. Et dans ces circonstances-là, eh bien, finalement, le pronostic est bon avec une mortalité à 28 jours qui est estimée dans cette large cohorte où il y a plusieurs centaines de patients de 4,7%. Et puis à côté de ça, il y a l'ACLF avec différents grades en fonction du nombre de défaillances d'organes associées à la défaillance hépatique. Et les malades sont cotés en ACLF grade 1, 2 ou 3, avec, vous le voyez, des pronostics qui sont très différents. La CLF 1 étant associée à une mortalité à 1 mois de 22% et la CLF 3 étant associée à une mortalité vraiment extrêmement importante de l'ordre de 78%. Donc, vous voyez que lorsque les malades sont hospitalisés pour une ACLF, bien la mortalité, elle est de plus de 15%, donc c'est une mortalité qui est significative. Et puis, donc, ça veut dire qu'il faut quand même avoir cette donnée en tête. Et l'autre élément qui était très important dans ce travail, c'était d'essayer de trouver les facteurs déclenchants à cette ACLF. Dans la majorité des cas, aucun facteur déclenchant n'était retrouvé. Et puis, il y avait, de façon intéressante, dans cette cohorte européenne, beaucoup de malades qui présentaient une hépatite alcoolique aiguë, dont je vous dirai un mot à la fin de mon diaporama, et une infection. Alors, depuis, il y a eu d'autres publications qui ont validé ce score, qui l'ont un petit peu modifié. Rajiv Jalan a modifié ce score et a ajouté, donc pour créer le CLIF Consortium ACLF Score, l'âge et le nombre de globules blancs à l'admission. Et ça permet, en plus donc, des défaillances d'organes, d'évaluer de façon individuelle un pronostic et d'établir donc une survie à 1 mois, 3 mois et 6 mois, donc de façon individuelle. Bon, ce sont des scores qui sont écrits, qui servent pour les travaux cliniques. Je vous avoue que et la recherche clinique, je vous avoue qu'en pratique clinique, moi, je m'amuse pas à calculer ce score pour tous les patients qu'on admet en unité de soins intensifs, mais ça a tout de même le mérite d'exister et d'avoir une certaine exactitude. Autre travail qui a décrit l'ACLF et le pronostic, c'est le travail de Thierry Gusteau qui a été publié donc 2 ans après l'étude canonique, qui était l'étude qui a en premier décrit ces stades d'ACLF. En fait, l'étude canonique permettait d'évaluer le pronostic du malade en fonction de l'existence d'une ACLF à l'admission, mais ne tenait pas compte de l'évolution de l'ACLF après la mise en place d'un traitement spécifique ou symptomatique. Et donc, dans cette étude de Thierry Gusteau, vous voyez que ce qui a été étudié sur une cohorte de patients un peu moins large, mais quand même, il y avait plusieurs centaines de patients, l'évolution de la CLF entre le 3e jour et le 7e jour. Et cette évolution permettait d'établir un pronostic chez ces malades en fonction de la réponse au traitement, avec, vous voyez, une mortalité à 6 mois qui était de 62%, une survie, pardon, à 6 mois qui était de 62% chez les malades qui n'avaient pas d'ACLF entre le 3e et le 7e jour, avec, en revanche, des mortalités qui étaient beaucoup plus importantes chez les malades qui gardaient une ACLF, soit de stade 1, soit de stade 2, soit de stade 3, avec, vous voyez, une probabilité d'être vivant sans transplantation qui était de moins de 5% pour les malades qui restaient en ACLF entre J3 et J7 de grade 3 dans ce travail. Et puis de façon assez intéressante, donc il y avait peu de patients, mais c'est quand même un résultat qui est important. Ce que vous pouvez constater, c'est que chez des malades qui étaient en ACLF 2 ou 3 entre J3 et J7 et qui n'avaient pas recours à la transplantation, le pronostic était mauvais avec une survie à 6 mois qui était de 10%, alors que le pronostic était globalement bon, 80% à 6 mois, chez des malades chez qui on avait décidé de mettre en place une thérapeutique exceptionnelle qui est la transplantation hépatique. Donc, bien sûr, ce n'est pas une thérapeutique qu'on peut proposer à tout le monde, mais en tout cas, chez ces malades qui avaient accès à la transplantation, on arrive à radicalement modifier le pronostic avec une amélioration très significative de la survie, même chez ces malades très sévères.
Autre travail qui a été publié, ça c'est une série française publiée dans J. Patol, qui évaluait le pronostic des malades en ACLF3 et l'intérêt de la transplantation chez ces malades avec un pronostic particulièrement réservé. Vous voyez sur le graphique de gauche que le pronostic était très mauvais avec moins de 10% de survie chez les malades qui n'étaient pas transplantés et qui étaient en ACLF3, alors que ce pronostic était radicalement modifié avec une survie de 83%. Au cours du suivi chez des malades chez qui on pouvait proposer une transplantation. Donc au final, l'ACLF, c'est vraiment en train de rentrer dans les mœurs et on s'en sert en pratique clinique. C'est un score qui permet de prédire le pronostic sans transplantation des patients. Il faut l'évaluer dans le temps et noter l'évolution de l'ACLF entre J3 et J7. Ça permet également de prédire la survie après transplantation et ça permet finalement de distinguer, parce que le pronostic est très mauvais et notamment lorsque la CLF est évaluée entre J3 et J7, ça permet de dire qui sont les patients qui peuvent bénéficier de la transplantation. Et je crois que quand les malades restent en ACLF après 3 à 7 jours de traitement, et notamment ACLF 2 et 3, il faut vraiment discuter de la transplantation chez ces patients parce que le pronostic n'est pas bon du tout. Alors, je vous l'ai dit lors d'une diapositive précédente, donc l'infection, c'est une cause d'ACLF et ça va être une cause d'admission en réanimation extrêmement fréquente et les malades décèdent en premier lieu d'infection. Et donc, il faut essayer d'éviter un certain nombre de pièges et notamment essayer de ne pas perdre de temps. Il peut y avoir un retard diagnostique sur l'existence d'un sepsis chez les malades atteints de cirrhose parce que au cours de la cirrhose, il y a des signes qui évoquent un sepsis qui sont présents même lorsqu'il n'y a pas d'infection, en particulier bactérienne. Et à contrario, comme je vous l'ai mis dans ce tableau, il y a des signes qui sont rares au cours de la cirrhose, même en présence de sepsis. Donc quand on parle de signes généraux, par exemple, les malades peuvent avoir des troubles de la conscience et une polypnée en rapport avec une encéphalopathie hépatique, même s'ils n'ont pas d'infection. Et à contrario, ils peuvent être infectés et ne pas avoir de fièvre. C'est vraiment quelque chose de très fréquent. Il faut savoir évoquer un sepsis chez tout cirrhotique finalement qui va mal, même en l'absence de fièvre ou en présence d'hypothermie. Idem pour les critères hémodynamiques. Vous savez qu'il y a une grande dilatation splanchnique et systémique chez des malades atteints de cirrhose et donc ils peuvent être hypotendus, même s'il n'y a pas d'infection évolutive. Et puis, il peut y avoir également d'autres dysfonctions d'organes, et notamment la dysfonction hépatique qui est évaluée dans les scores de sévérité des malades admis en réanimation. On aura plus de mal à se baser sur un INR élevé ou une bilirubine élevée chez un malade qui a déjà une hépatopathie chronique avec une insuffisance hépatocellulaire. Idem pour l'hypoperfusion tissulaire. Les malades qui ont des sepsis avec une répercussion telle que l'hyperlactatémie au cours du sepsis, ça va être un critère de sévérité dans la population générale. Mais en revanche, au cours de la cirrhose avec insuffisance hépatique, il y a un défaut de clairance du lactate et donc de ce fait, il peut y avoir une hyperlactatémie chez les patients atteints de cirrhose alors même qu'il n'y a pas d'infection. Et puis pareil pour les paramètres d'inflammation, il y a un état pro-inflammatoire permanent. La CRP et la PCT peuvent être élevées même en l'absence d'infection. Et en revanche, en raison de l'hypersplénisme, d'hyperleucocytose que l'on retrouve classiquement au cours de l'infection, notamment bactérienne, n'est pas constante. Donc il peut y avoir un certain retard au diagnostic. Mais pour autant, il faut essayer de prendre en charge très rapidement les malades qui ont une suspicion d'infection. Et donc, je pense que vous connaissez tous la Surviving Sepsis Campaign qui émet un certain nombre de recommandations pour la prise en charge de l'infection dans la population générale, avec notamment 4 éléments que sont la mesure du lactate artériel, le fait de prélever des hémocultures, administrer des antibiotiques à large spectre de façon précoce et réaliser un remplissage par cristalloïde en cas d'hypotension ou si le lactate est supérieur à 4. Il y avait peu de données, il n'y avait aucune donnée d'ailleurs dans des populations de malades atteints de cirrhose. Et il y a une équipe italienne qui s'est proposée d'évaluer l'adhérence à ces règles et de voir quel était l'impact de la mise en application de ces règles sur la survie de malades atteints de cirrhose et hospitalisés pour une infection bactérienne ou fungique.
Donc, le premier résultat de cette étude, c'est que 144 patients ont pu être inclus, que la principale cause d'infection, c'est l'infection du liquide d'acide, la pneumopathie, et puis ensuite l'infection urinaire ou la bactériémie, et que dans la majorité des cas, ces infections sont d'origine nosocomiale. Je ne vais pas vous décrire la masse de résultats qu'il y a dans ce travail, mais je voulais juste vous insister sur le fait que il y a une différence de mortalité qui est très significative entre les patients qui reçoivent une antibiothérapie dans les 3 premières heures et qui suivent la prise en charge par rapport aux malades qui reçoivent des antibiotiques après les 3 premières heures de la prise en charge. Et donc, il est extrêmement important d'administrer précocement des antibiothérapies, une antibiothérapie à large spectre chez les malades atteints de cirrhose et chez qui on suspecte une infection notamment bactérienne, parce que ça modifie radicalement le pronostic, toutes choses égales par ailleurs. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur l'infection. Et puis finalement, en résumé, on peut dire que tout malade qui a une cirrhose et dont on ne comprend pas la cause de décompensation doit être considéré comme infecté jusqu'à preuve du contraire. On peut mettre en place une antibiothérapie probabiliste et puis secondairement l'adapter, voire l'arrêter si finalement on ne documente pas d'infection. Autre chose sur laquelle je voulais insister, c'est l'hémorragie digestive. C'est la principale cause de décès au cours de la cirrhose. Et donc, je voulais vous parler de la prise en charge de l'hémorragie digestive sur hypertension portale. La prise en charge, elle est relativement standardisée. On dispose de recommandations françaises et puis européennes et américaines qui vont toutes dans le même sens. Donc, la prise en charge, elle est complètement codifiée. Il suffit juste de connaître les différents éléments de cette prise en charge. Et puis, en plus, des recommandations qui sont publiées assez régulièrement. On a tous les 5 ans une réunion à Baveno au cours de laquelle des experts émettent un certain nombre de recommandations pour la prise en charge des complications de l'hypertension portale. Et donc, c'est les conférences de Baveno, la dernière ayant eu lieu en 2015 et la prochaine ayant lieu cette année au mois d'octobre. L'année dernière, elle a été décalée pour les raisons d'épidémie. Et donc, dans toutes ces recommandations, finalement, on converge vers une prise en charge standardisée qui repose d'une part sur des mesures non spécifiques. Donc, vous savez prendre en charge une hémorragie, mais je vais vous parler quand même de certains aspects qu'il faut avoir en tête dans l'hémorragie sur hypertension portale. Et puis ensuite, il y a quatre mesures spécifiques à mettre en place. Débuter un traitement vasoactif dès que le diagnostic d'hémorragie sur hypertension portale est suspecté. Mettre en place une antibiothérapie pendant 5 à 7 jours parce que les malades sont très à risque de développer des infections ou ont une infection dans 30 à 50% des cas à l'admission. Faire un traitement endoscopique, donc faire une endoscopie précoce. Et puis prévenir l'encéphalopathie hépatique à l'aide de lactulose. Alors, quels sont les points sur lesquels je voulais insister? La transfusion. On a un essai randomisé qui a été publié il y a 8 ans maintenant, qui évaluait 2 stratégies transfusionnelles, une dite restrictive et l'autre dite libérale. Au cours de la stratégie restrictive, les objectifs d'hémoglobine étaient de 7 à 8 grammes par décilitre, alors que dans la stratégie libérale, les objectifs étaient au-dessus de 8 grammes par décilitre. Et il y a plus de 900 malades avec hémorragie digestive qui ont été étudiés. Attention, ce travail excluait les malades qui étaient en état de choc ou dont la stratégie transfusionnelle était modifiée en raison de comorbidité, par exemple comme la cardiopathie ischémique ou l'antécédent d'AVC ischémique. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'on n'a pas d'intérêt à surtransfuser les malades et au contraire que la survie est améliorée chez les malades qui bénéficiaient de la stratégie restrictive. Et ce résultat était également vrai dans le sous-groupe de malades atteints de cirrhose. Et donc, de ce fait, il ne faut pas surtransfuser les malades hospitalisés pour une hémorragie digestive et on doit avoir comme objectif, comme le préconisent les recommandations de Baveno, un objectif d'hémoglobine entre 7 et 8 grammes par décilitre. Je vous rappelle qu'on prend un point d'hémoglobine lorsqu'on transfuse une poche de sang en France. Autre chose non spécifique, autre aspect non spécifique, c'est qu'il faut préparer l'estomac de votre patient à l'endoscopie, parce que sinon on tombe sur un estomac plein et l'endoscopie n'est pas rentable. Vous disposez de 2 moyens pour préparer l'estomac à l'endoscopie, soit la perfusion d'érythromycine, soit la pose de sonde nasogastrique avec des lavages itératifs. La pose de sonde, elle n'est pas contre-indiquée en cas de suspicion d'hémorragie par rupture de varices. Ce n'est pas ça qui va augmenter le risque de faire ressaigner les varices. Mais elle est désagréable pour le patient, elle prend beaucoup de temps infirmier.
Donc finalement, ces 2 stratégies pour préparer l'estomac ont été comparées dans de nombreuses études. Je vous en cite une dans la partie haute de la diapositive et puis les résultats ont été mis en commun dans une méta-analyse qui a été publiée il y a 10 ans. Et finalement, on a l'impression que l'érythromycine, la perfusion d'érythromycine permet d'améliorer le pronostic des malades avec un moindre recours à la transfusion sanguine, une hospitalisation qui est plus courte et un moindre recours à la deuxième endoscopie. Donc finalement, ce qui est préconisé en première intention, c'est de préparer l'estomac avec de l'érythromycine chez des malades qui n'ont pas de contre-indication à ce médicament, et en particulier donc en excluant les malades qui ont un QT supérieur à 450 millisecondes. Donc préparation de l'estomac, vraiment c'est un temps très important pour bien visualiser les lésions à l'endoscopie et pour faire un bon traitement endoscopique. Alors ensuite, donc je vous ai dit qu'il fallait introduire un traitement vasoactif spécifique de l'hypertension portale dès que le diagnostic d'hémorragie sur hypertension portale était suspecté. Quel traitement pouvez-vous utiliser? On dispose de 3 traitements en France. La terlipressine, la somatostatine et l'octréotide. Vous pouvez utiliser le traitement que vous souhaitez, du moment qu'il est disponible rapidement, parce que vous voyez que sur des critères comme le contrôle du saignement à J5, il n'y a absolument aucune différence significative entre ces 3 molécules, dans un essai qui comportait un très grand nombre de malades, plus de 1000 malades. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la terlipressine est un vasoconstricteur artériel et donc elle est contre-indiquée chez des malades qui ont une cardiopathie ischémique ou un antécédent d'AVC ou bien une artériopathie des membres inférieurs. Il faut faire très attention à la survenue de potentiels effets indésirables. Donc, politique transfusionnelle restrictive, préparation de l'estomac à l'endoscopie, un traitement vasoactif dès qu'on suspecte le diagnostic, peu importe lequel. Il faut également mettre en place une antibiothérapie chez les malades afin de prévenir, alors ça je sais que ça hérisse pas mal de réanimateurs, la survenue d'une infection. Le bénéfice a été bien démontré au cours de la cirrhose, quelle que soit la gravité de la cirrhose. Et un des travaux les plus importants, c'est la méta-analyse qu'avait publiée Brigitte Bernard il y a maintenant 20 ans, qui montre un bénéfice de survie chez des malades qui étaient traités par antibiotiques pendant 5 à 7 jours par rapport à des malades qui ne recevaient pas d'antibiotiques. L'hémorragie digestive, c'est une situation au cours de laquelle la translocation bactérienne est favorisée, donc on estime que 30 à 50% des malades ont ou vont développer une infection au cours de l'hémorragie digestive. Donc de ce fait, il faut administrer des antibiotiques pendant 5 à 7 jours chez tous les malades, quelle que soit la sévérité de la cirrhose, y compris chez les malades qui ont une cirrhose Child A, parce que l'antibiothérapie permet de prévenir toutes les infections, pas seulement l'infection du liquide d'acide. Il est recommandé d'utiliser des céphalosporines de 3e génération ou des fluoroquinolones pendant 5 à 7 jours. Ensuite, il faut appeler l'endoscopiste et prévoir une endoscopie précoce qui doit être réalisée dans les 12 heures. En cas de rupture de varices œsophagiennes, il faut ligaturer les varices, et en cas de rupture de varices gastriques, il faut encoller les varices. Ça, c'est vraiment une question ultra spécialisée, donc je ne vais pas tellement m'attarder sur ce sujet. Donc, une fois que vous avez mis en place tout ce traitement, spécifique et non spécifique, finalement, globalement, on arrive à contrôler l'hémorragie dans 80 à 90% des cas, et c'est associé à une survie à 6 semaines qui est relativement bonne, à 90%. Mais certains patients seront en échec, 10 à 20% d'entre eux. C'est les malades les plus graves qui ont une cirrhose avec une insuffisance hépatocellulaire avancée, Child C, qui présente un saignement actif, c'est-à-dire quand on voit le sang sortir de la varice au moment de l'endoscopie, et ceux qui ont une hypertension portale vraiment importante avec un gradient de pression qui est supérieur à 20 mm de mercure. Et donc chez ces malades chez qui on n'arrive pas à contrôler le saignement après un traitement conventionnel, eh bien, il faut tamponner l'œsophage quand ce sont des varices œsophagiennes qui saignent, par exemple, et on est dans une situation qu'on appelle l'hémorragie réfractaire. Donc là, dans ces circonstances, ce qui est recommandé, c'est de tamponner l'œsophage et ensuite mettre en place un traitement radical qui va faire chuter l'hypertension portale. Et c'est là que le TIPS intervient. Et lorsque le TIPS est posé pour arrêter une hémorragie, on appelle ça un TIPS de sauvetage. Le TIPS n'est pas disponible 24 heures sur 24 dans tous les centres qui pratiquent la radiologie interventionnelle. Et donc, de ce fait, il faut mettre en place un tamponnement avant. Le tamponnement peut être fait soit par sonde de Blackmore, que vous voyez à la gauche de la diapositive, soit par une prothèse œsophagienne couverte extirpable.
En pratique, les prothèses œsophagiennes sont encore peu disponibles en France, donc probablement que vous aurez à poser des sondes de Blackmore qui se posent comme des sondes nasogastriques. Il faut faire bien attention parce qu'il y a un risque d'inhalation qui est extrêmement important. En fait, la sonde tamponne complètement et ne permet plus à la salive de passer, et donc il faut intuber les malades avant de poser la sonde de Blackmore. Et ensuite, on gonfle les différents ballonnets que vous voyez. Donc le plus petit, c'est ballonnet gastrique, et le plus grand, c'est ballonnet œsophagien. Et il faut faire très attention à bien dégonfler régulièrement ces ballonnets, au moins 30 minutes toutes les 4 heures, parce que sinon, il y a un risque de complications sévères telles que des nécroses œsophagiennes ou voire même des perforations. Ces deux systèmes, sonde de Blackmore et prothèses, ont été comparés. Il y a une efficacité qui est à peu près similaire, mais on estime que les prothèses sont un peu plus sûres. Il y a moins d'effets indésirables, moins de nécrose de l'œsophage, et puis par ailleurs, elles peuvent rester en place pendant au moins 7 jours. Donc ça permet de gagner du temps sur la pratique et l'organisation du TIPS de sauvetage. Alors le TIPS, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite prothèse qu'on insère sous anesthésie générale par voie transjugulaire et qui fait communiquer une veine hépatique et une branche de la veine porte. Ça permet de faire diminuer la pression porte, et c'est ce qu'on va utiliser en première intention chez les malades qui ont des hémorragies réfractaires. Alors, quelles sont les études qui ont été publiées? Il y en a à peu près une dizaine. Là, je vous en ai cité quelques-unes. Ce que vous pouvez constater, c'est que le contrôle hémorragique après pose de TIPS de sauvetage, il est relativement bon. Dans les études publiées, c'est une efficacité qui s'échelonne de 78 à 100%. Mais en revanche, ce que vous voyez sur la colonne de droite, c'est que la mortalité, même quand on obtient un contrôle hémorragique, la mortalité est importante. Et dans les 2 séries qui ont été publiées cette année, qui sont des séries françaises, qui comportent un très grand nombre de malades, finalement, on a essayé de regarder s'il n'y avait pas des patients qui étaient trop sévères, s'il n'y avait pas des critères de futilité pour le type de sauvetage. Et donc, dans la série qu'on a décrite avec Charlotte Bousbib, on avait 106 patients. Parmi ceux-ci, il y en avait une dizaine qui avaient une cirrhose qui était classée de Child de C14 ou plus. Et on avait une survie sans transplantation qui était nulle chez ces malades-là. Et donc, finalement, chez les malades chez qui il n'y a pas de projet de transplantation, on peut se poser la question d'une futilité chez les malades qui ont une cirrhose Child C14 ou C15. Autre paramètre qui a été évalué dans l'autre série française, c'est une association de score de MEL de supérieur à 30 avec un lactate à l'entrée qui était supérieur à 12. Parce que dans ces circonstances, donc dans une série de 164 patients qui étaient divisés en cohortes de validation et en cohortes de dérivation, on avait une survie sans transplantation qui était de l'ordre de 5%. Donc finalement, le type de sauvetage, ça fonctionne. Chez les malades les plus sévères, le pronostic est engagé, même si le contrôle hémorragique est obtenu. Et donc, il faut se poser la question de la futilité. En tout cas, il faut toujours avoir à l'esprit, chez les malades les plus sévères, de la transplantation, la transplantabilité des malades. Donc, probablement proposer un type de sauvetage aux malades les plus sévères seulement s'ils sont de bons candidats à la transplantation. Si bien évidemment ça n'a pas été discuté avant, il faut laisser le bénéfice du doute aux malades, organiser la pose de TIPS et puis après discuter avec des équipes de transplantation pour savoir si le malade pourrait être évalué rapidement pour une transplantation hépatique. Alors vous le voyez, le type de sauvetage, ça fonctionne, mais les malades meurent quand même beaucoup. Donc finalement, comment on peut faire pour améliorer la survie ? Est-ce qu'on attend la récidive hémorragique au prix d'une mortalité importante, ou est-ce qu'on essaie de sélectionner des malades à haut risque, leur donner un traitement plus agressif et puis leur proposer finalement améliorer la survie par ce traitement plus agressif? Et c'est là ce qu'on appelle le TIPS précoce ou TIPS préemptif. C'est un TIPS qui est posé chez des malades qui sont à haut risque de récidive et chez qui on espère améliorer le taux de récidive hémorragique et la survie. Et donc, il y a une étude qui a été maintenant publiée il y a une dizaine d'années, qui a été menée chez des malades qui étaient considérés comme étant à haut risque de récidive. Dans cette étude, le haut risque était défini par une cirrhose Child de B avec un saignement actif ou une cirrhose Child de C avec un Child qui allait que jusqu'à 13. Tous les malades étaient traités selon les recommandations. Et après stabilisation, ils étaient randomisés soit pour être traités de façon classique, soit pour recevoir un TIPS précoce, donc placé dans les 72 heures. Donc, c'est très différent du type de sauvetage, c'est des malades qui sont stabilisés. Ce que vous pouvez constater, c'est que le contrôle de l'hémorragie était significativement meilleur dans le groupe TIPS. Vous voyez que c'était quasiment 100% alors que ça n'était que 50% dans le groupe traitement conventionnel. Il y avait une amélioration significative de la survie dans le groupe TIPS par rapport au traitement conventionnel.
Et puis, il n'y avait pas de surrisque de survenue d'une encéphalopathie, parce que vous sachiez qu'après pose de TIPS, grosso modo, les patients sont à risque de développer une encéphalopathie dans environ 35% des cas. Et là, il n'y avait pas de surrisque de développer une encéphalopathie. Et donc, finalement, ces résultats ont été confirmés dans d'autres essais randomisés, dans des cohortes observationnelles assez larges. Et donc, la prise en charge de l'hémorragie digestive, en pratique, repose, lorsqu'elle est liée à une hypertension portale, sur un traitement non spécifique, transfusion, préparation de l'estomac pour l'endoscopie, un traitement spécifique, un TIPS de sauvetage en cas d'hémorragie réfractaire. Il faut discuter de la futilité chez des malades les plus sévères qui ne sont pas candidats à la transplantation, et un TIPS précoce ou préemptif chez des malades à haut risque de récidive, c'est-à-dire les malades Child 2B avec un saignement actif ou un malade avec une cirrhose Child 2C avec un Child qui va de 10 à 13. Donc, ça veut dire que ça demande quand même une certaine organisation parce que le TIPS n'est pas disponible partout. Il faut parfois transférer les malades pour qu'ils puissent bénéficier de ce TIPS préemptif dont maintenant, on n'a plus vraiment de doute sur l'efficacité concernant l'amélioration du pronostic. Alors, en dernière partie, et rapidement, chez quel malade faut-il penser à la transplantation hépatique? Je pense que je vous l'ai bien montré, chez des malades qui ont une ACLF, qui ont une infection sévère, qui ont une hémorragie digestive sévère. En France, on utilise une espèce de score de MELD modifié qui s'appelle le score Foy, qui est appliqué pour l'attribution des greffons. Alors, on ne peut pas penser à la transplantation chez tout le monde. Les malades les plus sévères, c'est-à-dire ceux qui ont un score de MELD supérieur à 15, il faut savoir que cette valeur seuil est retenue pour une indication de transplantation. Donc, finalement, on y arrive assez rapidement. Vous pourrez vous amuser à calculer les scores de MELD de vos malades cirrhotiques actuellement hospitalisés en réanimation. Et donc, en gros, on pense à la transplantation chez des malades sélectionnés qui ont un âge raisonnable, moins de 65 ou 70 ans, qui ont une indication avec une insuffisance hépatique sévère, qui n'ont pas de comorbidité sévère et qui adhèrent à un projet de soins. Et puis, chez des malades qui ont une cirrhose, qui a une consommation d'alcool excessive, historiquement, on exigeait qu'il y ait un sevrage de plus de 6 mois pour permettre de tester l'adhésion du patient au projet de soins et pour voir s'il n'y avait pas une amélioration de la fonction hépatocellulaire. Alors, j'ai mis cette dernière proposition en rouge parce qu'il faut que vous sachiez qu'on est amené parfois à discuter de transplantation hépatique en procédure accélérée chez des malades qui ont une hépatite alcoolique aiguë. Donc, l'hépatite alcoolique aiguë doit être évoquée chez un malade qui a une cirrhose et qui présente un ictère de façon récente, depuis moins de 3 mois, et qui a des signes cliniques non spécifiques comme de la fièvre, une dégradation de la fonction hépatique, une bilirubine supérieure à 50, un syndrome inflammatoire biologique. Et dans ces circonstances, quand on évoque une hépatite alcoolique, alors on calcule le score de Madré, qui est un score de sévérité, qui fait poser l'indication d'une biopsie hépatique afin d'authentifier le diagnostic sur le plan histologique. C'est important d'authentifier ce diagnostic chez des malades qui sont sévères parce qu'on peut les traiter par corticoïdes. On va réussir à améliorer le pronostic chez environ la moitié d'entre eux. On évalue la réponse à la corticothérapie par encore un score. Je suis en train de vous noyer de scores qui s'appelle le score de Lille. C'est un score compliqué qui inclut l'âge, la variation de la bilirubine entre la date d'introduction des corticoïdes et 7 jours après traitement par corticoïdes, le TP, la créatinine et le sexe. C'est un score qui va de 0 à 1. Plus le score est élevé, moins les malades répondent aux corticoïdes. Et vous voyez qu'il y a des courbes de survie qui sont très dissociées en fonction de cette valeur de 0,45. Si le score est inférieur à 0,45, alors le pronostic est bon et la survie à 6 mois est 85%. Alors que lorsque le score est supérieur à 0,45, le pronostic est très mauvais avec une survie de 25%. Et donc, vous voyez, à partir de ces courbes de survie, que c'est quand même pas très éthique de proposer la transplantation à ces malades après 6 mois de sevrage, parce que 75% d'entre eux seront décédés. Et donc, c'est pour cette raison que l'équipe de Lille a proposé une transplantation hépatique en procédure dite accélérée dans une étude pilote, au cours de laquelle les malades étaient très sélectionnés. Il fallait qu'ils adhèrent complètement au projet de soins. Il fallait que l'hépatite alcoolique soit la première décompensation hépatique. Et ensuite, les malades étaient évalués selon une approche en 4 cercles, avec une évaluation de la transplantabilité des patients par les infirmières, les internes, les spécialistes en addiction, afin d'essayer de prédire si oui ou non les malades allaient maintenir un sevrage après transplantation, et puis également des anesthésistes, des chirurgiens et des hépatologues seniors.
La condition sine qua non, donc en plus de celle que je vous ai listée sur le haut de la diapositive, c'est qu'il fallait que les patients fassent un consensus absolu au sein de l'équipe, en d'autres termes, que tout le monde soit d'accord pour transplanter ces malades. Et quels sont les résultats qui ont été obtenus chez ces 26 malades qui ont été transplantés en procédure accélérée? Vous le voyez, la courbe de survie, elle montre qu'à 6 mois, chez ces malades qui avaient un pronostic catastrophique, une survie de 25 à 30% chez les non-répondeurs, la survie, elle est de plus de 75%. Et elle rejoint celle des patients qui ont répondu à la corticothérapie. Alors évidemment, on peut se poser la question, donc on améliore beaucoup le pronostic de ces malades qui ont des hépatites alcooliques aiguës corticorésistantes. On peut se poser la question de la rechute en alcool, puisque c'est des malades qui ne se sont pas soumis finalement à l'épreuve du sevrage. Et finalement, dans les 6 mois qui suivaient la transplantation, il n'y avait aucun malade qui rechutait de l'alcool, et il n'y avait que 3 malades qui rechutaient avec des délais assez longs après transplantation, donc en procédure accélérée. Donc finalement, il faut penser à la transplantation chez tous les patients, y compris chez des malades qui ne sont pas sevrés, par définition, parce qu'ils ont été hospitalisés pour une hépatite alcoolique. Et donc, je vous mets là juste les recommandations qui ont été très récemment publiées sur le site de l'Association française pour l'étude du foie, AFEF, les indications de transplantation et les recommandations. Donc, il n'y a pas de limite au score de MELD, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il y a des malades qui sont trop sévères pour bénéficier d'une transplantation hépatique. Mais en revanche, en cas de dysfonction d'organes sévères qui sont listés ici, on met en place une contre-indication qu'on dit temporaire à la transplantation et on voit si les malades s'améliorent entre J3 et J7. Et ce sont des discussions qui ont lieu quasiment au quotidien, et on retient l'indication au cas par cas pour les malades les plus sévères, en particulier ceux qui ont une ACLF de grade 3. Donc finalement, il doit y avoir une vraie coordination entre le réanimateur et les pathologues pour ne surtout pas louper l'étape de la transplantation chez des malades qui sont des bons candidats et dont vous allez vraiment modifier complètement le pronostic et dont vous allez guérir finalement la cirrhose. Donc en conclusion, je voulais insister sur différents points. Le choc septique, bien sûr, est toujours de moins bons pronostics chez les malades atteints de cirrhose. Il faut mettre en place une antibiothérapie de façon très précoce et finalement, donc, tout cirrhotique qui va mal doit être considéré comme étant infecté jusqu'à preuve du contraire. Le pronostic de l'hémorragie digestive s'est beaucoup amélioré également au cours des 10 dernières années grâce à l'utilisation du TIPS précoce. Et donc, vous devez systématiquement appeler un hépatologue lorsqu'il y a une hémorragie sur hypertension portale chez un malade qui a une cirrhose child de B avec un saignement actif ou une cirrhose child de C, parce que ça modifie complètement le pronostic. Donc, il ne faut pas hésiter à transférer les malades pour qu'ils puissent bénéficier d'un TIPS précoce. Et puis, il ne faut pas oublier la transplantation hépatique chez les bons candidats. Évidemment, il ne s'agit pas de transplanter tous les patients SDF alcooliques non sevrés que vous allez recevoir. Mais en l'occurrence, il faut le discuter chez des malades qui ont une ACLF parce que le pronostic n'est pas bon, chez les malades les plus sévères après un TIPS de sauvetage, et puis évidemment chez les malades qui ont une hépatite alcoolique aiguë, qui sont de bons candidats, des patients jeunes motivés, et qui entrent dans la maladie cirrhose par cette complication d'emblée catastrophique. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Marika, pour ton topo qui était vraiment super clair. Je pense que les étudiants ont beaucoup apprécié ta présentation. Je regarde s'il y a eu des questions. Il y a eu une interrogation sur la question de l'antibiothérapie. Tu parles à un moment donné d'être vigilant sur la difficulté du diagnostic du sepsis chez le patient cirrhotique et la nécessité, en cas de suspicion, de mettre en place une antibiothérapie un large spectre. Et la question était posée, est-ce que dans le contexte nosocomial, est-ce qu'on doit rester sur C3G flagile ou est-ce qu'il faut être plus large finalement? Dans un contexte nosocomial, c'est vraiment recommandé d'être plus large et d'introduire de la tazocilline en première intention chez ces malades. Bon, après, évidemment, les mêmes règles se mettent en place que dans la population générale. Vous adaptez l'antibiothérapie secondairement, mais c'est vraiment très important. Et il y a un travail là qui suggère en plus que les malades atteints de cirrhose à l'admission ont un portage de bactéries multirésistantes qui est vraiment très important, plus important que dans la population générale.
et que le fait d'être porteur de bactéries résistantes est un facteur de risque de développer une infection à la même bactérie résistante. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre en place une antibiothérapie à large spectre, quitte à réduire le spectre rapidement dès qu'on a une documentation bactériologique. Très bien. Effectivement, c'est comme pour les patients en général, on essaie de tenir compte de l'historique des infections précédentes, de l'éventuelle présence de Voilà. prélèvements connus à l'hygiène, et donc on adaptera. Et donc, un des étudiants, je pense, que repose la question, y a-t-il donc encore une place pour les C3G? Tu évoquais les C3G dans l'hémorragie digestive du cirrhotique. Oui. Finalement, ça dépend de son historique bactériologique. Oui, voilà. Chez un malade qui vient pour hémorragie digestive, dont c'est l'entrée dans la maladie, on lui mettra assez volontiers des céphalosporines de 3e génération. Encore que les recommandations n'ont pas été reformulées depuis 2015. Et dans les dernières recommandations de Baveno en 2015, on a le choix entre fluoroquinolone et céphalosporine de 3e génération. Nous, on n'utilise plus les fluoroquinolones dans ce contexte. Très bien. Parfait. Je regarde les autres questions. Je ne sais pas si tu les vois dans le fil discussion, mais alors, avez-vous des chiffres de mortalité en réa en fonction du score de Child-Pugh? Je pense que tu l'as un petit peu évoqué déjà. Et pour une complication septique ou toute complication confondue, tu as évoqué l'amélioration du pronostic en réanimation, mais qui reste quand même assez mauvais. Et clairement, les admissions, les bonnes admissions en réanimation, le pronostic de l'hémorragie digestive sur rupture de varices est bien meilleur que le pronostic du choc septique ou du syndrome hépato-rénal. En fait, c'est toujours la même chose. Là, on a de plus en plus de publications avec, c'est surtout les défaillances d'organes. Je crois vraiment la CLF, c'est deux populations totalement différentes. Ceux qui ont une décompensation dite classique et puis d'autre part des malades qui sont en ACLF 1, 2 ou 3. Et quelle qu'en soit la cause finalement, que la CLF soit liée à une hémorragie digestive, à une infection, une hépatite alcoolique, peu importe finalement la cause, toutes causes confondues, le pronostic est à peu près retrouvé dans tous les travaux. Et il y a eu un travail qui a été publié récemment aussi dans l'ACLF sur hémorragie digestive. Et donc, les malades qui sont en ACLF tirent le plus grand bénéfice du TIPS préemptif. Ce qui peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais en tout cas, le TIPS préemptif a un bénéfice d'autant plus grand que les malades sont plus sévères. Tout à fait, très bien. Une question sur le syndrome hépato-rénal et l'épuration extra-rénale. L'épuration extra-rénale dans le syndrome hépato-rénal est donc une contre-indication à la transplantation hépatique. C'est une question un peu pointue pour des premières années de réanimation. Non, alors, ce n'est pas une contre-indication à proprement parler. On sait que le pronostic est beaucoup plus mauvais après la greffe lorsqu'on a recours à l'épuration extra-rénale avant la greffe. En aucun cas, ça peut être une contre-indication seule. S'il y a d'autres défaillances d'organes, si vous augmentez les doses de catécholamine, si le malade est ventilé, s'il a une défaillance respiratoire sévère, alors là, on est dans un stade ACLF au moins 3 et il faut vraiment rediscuter des modalités thérapeutiques jour après jour. Il y a des niveaux de scores qui ont été proposés pour arrêter la réanimation, mais ça, c'est vraiment des discussions spécialistes. En plus, le seuil n'a pas été très clairement déterminé. Donc, non, le syndrome hépato-rénal, si on a recours à l'épuration extra-rénale, seul n'est pas une contre-indication à la transplantation hépatique. Très bien. Tu as très bien insisté sur finalement ce concept d'ACLF qui est assez récent pour nous, en tout cas pour nous réanimateurs. On a découvert ça il y a quelques années avec l'étude canonique, l'apparition du Cliff Sofa, etc. C'est vraiment un concept qui nous aide beaucoup pour un peu classer et un peu mieux catégoriser, mieux nuancer le pronostic des patients. Tu as dit que c'était finalement un score qui aide à préciser le pronostic sans transplantation hépatique. Voilà. Et un point que tu as évoqué aussi, c'est la place de la transplantation hépatique en réa. Et moi, disons qu'il y a une dizaine d'années, on ne transplantait pas des patients en réanimation. On était plutôt dans l'idée, on le fait sortir en hépato. Quand il sera revenu en hépato, on se posera la question. Alors que maintenant, on peut être amené
tu as montré la publication d'Artru, on peut être amené à faire, ou Artru, on peut être amené à faire des transplantations sur des ACLF2 ou 3 avec des résultats qui sont quand même bons. Donc, il y a vraiment un changement dans le paradigme de la prise en charge en réa, quoi. Oui, complètement. C'est ce que je disais en introduction. Lorsqu'on disait effectivement, il y a 10 ou 15 ans, bon, bah, sortez le malade de réanimation et ensuite on discutera de la transplantation. Et puis finalement, on savait très bien que c'était voué à l'échec. Donc, c'était vraiment pour ne pas mettre en place de bilan pré-greffe et ne pas amener le malade à la transplantation, peut-être parce que les gens n'étaient pas très motivés. Mais en tout cas, maintenant, on a vraiment de plus en plus d'éléments pour dire que le plus rapide et le mieux, donc c'est des thérapeutiques agressives précoces qui permettent d'obtenir une amélioration du pronostic. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec le TIPS. On ne tue pas les malades avec un TIPS. Bon, certains sont à risque de développer une insuffisamment hépatocellulaire terminale, bien sûr, mais ce qu'on oublie un petit peu, c'est que le pronostic d'un malade qui ressaigne, qui présente une récidive hémorragique est catastrophique lorsqu'il y a une insuffisance hépatocellulaire sévère. Donc, tous les malades meurent de récidive hémorragique. Donc, c'est vraiment très, très important. Et effectivement, il faut discuter à partir du moment où le malade entre en réanimation et qu'on voit qu'il n'évolue pas rapidement favorablement de la transplantation. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait une très bonne collaboration entre les réanimateurs et les hépatologues. Ouais. Eh ben, écoute, je pense qu'on pourra terminer là-dessus. Je te remercie encore pour la qualité de ton topo, d'avoir fait le cours le soir. C'est vraiment très, très sympa. Je pense que ça a été apprécié. Un grand merci à toi et puis à bientôt, j'espère. À une prochaine fois. Oui, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.